Sud Radio, la radio du rugby. François Trio. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette soirée rugby sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 23h avec toute l'équipe Sud Radio qui est réunie autour de moi, de vous bien sûr les auditeurs. Il y a Yohan Huget qui est avec nous. Salut Yohan. Bonsoir à tous. Philippe Spanghero qui est là, toujours fidèle au poste. Salut Philippe. Salut François, salut toute l'équipe. Julien Thomas bien sûr, ancien de mêlée de Montpellier et de beaucoup de clubs, mais on les citera pas tous. Salut Julien. Salut messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Alexandre Priam est là également, salut Alex. Salut tout le monde. Quentin Cabalis bien sûr, Zach Pilon bien sûr pour nous accompagner les auditeurs bien sûr. Vous pouvez interagir avec nous, nous interpeller au 0826 300 300, nous suivre également sur les réseaux et sur l'appli Sud Radio. C'est une soirée un petit peu spéciale parce que c'est la 26e et dernière journée de la phase régulière. Tous les matchs vont débuter dans 1h02 très exactement. Voilà, il y aura Clermont Racing, Castres Perpignan, Lyon Bayonne, Toulon Bordeaux-Bègles, Pau Montpellier, La Rochelle Stade Français et Toulouse face à Brive. En gros, les enjeux, on va les rappeler tout au long de cette préparation quand même. Alexandre, on peut les résumer à 3. Il y a d'abord une course pour le 6e qualifié, une course pour le maintien, c'est ce qui va un peu nous tenir en haleine. Et puis il y a également l'attribution de la dernière place européenne. Voilà en gros les 3 enjeux de la soirée. J'ai pas dit de bêtises, t'es d'accord avec moi Alexandre? Je suis d'accord avec toi. On va faire très simple. Quelles équipes jouent le top 6? C'est une qualification pour les barrages. Il n'y a que 3 équipes. Lyon, Bayonne, Toulon. Et ça va se jouer entre ces 3 équipes-là. Lyon qui reçoit Bayonne, donc ce sera très très clair. Lyon qui a donc son destin en main. Et Toulon qui reçoit l'Union Bordeaux-Bègles qui est face à un scénario quasi impossible qu'on rappellera tout à l'heure. Pour le maintien, 2 clubs s'affrontent. Perpignan qui ira du côté de Castres. Et puis enfin Pau qui va recevoir le MHR. C'est très simple, Perpignan doit s'imposer absolument. Tout autre cas serait rédhibitoire pour les Perpignanais. Et puis enfin pour le top 4, puisque c'est vrai que c'est important de recevoir une demi-finale, j'allais dire un barrage, pardon, pour être dans 3e ou 4e. Et bien là, on a plusieurs clubs qui vont s'affronter aujourd'hui. On a le Loup, on a le Stade Français de Paris, le Racing 92 et l'Union Bordeaux-Bègles. Voilà, le 3e, le 4e, le 5e qui sont en déplacement. Tiens, on va aller faire un tour du côté du Loup à Lyon, justement. Retrouver Julien Vert qui est avec nous, qui va être notre envoyé spécial, notre commentateur pour ce match entre le Loup et Bayonne. Le Loup est pas encore complètement qualifié et pourrait passer une très bonne soirée comme une très mauvaise, Julien Vert, si on résume on va dire grosso modo la soirée des Lyonnais, un petit peu comme leur dernier match, leur avant-dernier match, leur avant-dernière journée au Stade Français la semaine dernière. Bonjour à toutes et à tous, et effectivement les Lyonnais, même à l'image de leur saison, capables du meilleur comme du pire, donc ils sont capables finalement de se voir claquer la porte au nez juste avant d'entrer en phase finale, comme de surfer sur la dynamique de la deuxième période face au Stade Français et d'avancer de valider ce billet pour cette phase finale et de se présenter même avec un scénario favorable. Alors imaginons vraiment une soirée un peu miraculeuse, ils pourraient même accueillir un barrage donc à venir. Bon, ça serait vraiment un cas de figure très particulier, mais oui, ils peuvent tout peut se passer ce soir au Matmut Stadium, où je vous confirme qu'on attend beaucoup de monde. Il y a énormément de monde autour du stade. Alors il n'y a certes pas énormément de monde que pour le rugby, parce qu'il y a aussi un concert juste à côté à l'Altony Garnier, et donc je pense qu'au début du match il n'y aura peut-être pas toutes les travées pleines, mais après on passera bien les 25 000 spectateurs, mais il va falloir que les gens puissent arriver jusqu'au stade. Mais on a hâte, en tout cas c'est le style de match qu'on aime bien voir, en plus avec 2 équipes concernées, puisque Bayonne aura aussi quelque chose à jouer en venant sur cette pelouse du Groupama Stadium, du Matmut Stadium, pardon. Je suis un peu à l'est. Bah oui, vous étiez vous aussi dans les bouchons, Julien. Donc voilà, vous avez vécu ça de l'intérieur. Et oui, c'est ça. Mais ça se sent, c'est ça le partage d'expérience en direct sur Sud Radio. Donc on rappelle quand même qu'en cas de victoire de match, les Lyonnais seront en barrage. En cas de défaite, voilà, un point de bonus pourrait les qualifier. Si Bayonne ne prenait pas le bonus offensif, on va faire clair aussi. Bayonne 58 points, 4 points de retard sur les Lyonnais. C'est sûr qu'une victoire quand même avec le bonus offensif,
eh bien, leur permettrait eh bien, de se qualifier. Voilà, on va peut-être dire des bêtises de temps en temps lors de cette soirée, mais grosso modo, ce sont les enjeux. Allez, un petit point avec nos consultants quand même. Johan Huget, voilà, c'est le match sur lequel on va avoir beaucoup de projecteurs parce que ces équipes ont d'une certaine manière leur destin en main. Voilà, Lyon, on a l'impression que Lyon a fait un peu sa crise autour du match du Stade Français. Là, à la 26e journée, a priori, ils vont être tous concernés, quoi. Oui, effectivement, là, s'ils ne sont pas concernés, c'est qu'il y a un réel problème, mais on peut faire confiance à Xavier Garbajosa pour mobiliser ses hommes pour le même objectif collectif. Et c'est Bayonnais aussi qui arrive avec une grosse perte, Maxime Machenaud qui s'est blessé durant la semaine. Et c'est un jeune qui va démarrer à la mêlée, sa première titularisation. Donc tous les voyants sont au vert pour les Lyonnais, je pense, ce soir. Hugo Gomez Camacho, côté bayonnais. Effectivement, ça sera un match à pression. Est-ce qu'ils ont la pression, Philippe Spanghero, c'est bayonnais finalement, parce que une qualif, voire même une 7e place synonyme de Champions Cup, c'est du super bonus là. Ouais, la pression elle est clairement sur les épaules du Loup ce soir. Après, encore une fois, on a reçu Philippe Taïeb il y a quelques semaines, qui nous disait, je pense, en langue de bois, que c'était un peu tôt et que ce serait même un peu dangereux pour le club de tout de suite engranger des phases finales, se retrouver européens. Voilà, ils sont pas loin. Européens, ils vont l'être. Ils vont être européens, mais au moment où on avait reçu Philippe Taïeb, il y avait cette double question de la qualif, et la saison était déjà réussie du côté bayonnais. Après, du côté des joueurs, c'est une autre histoire. C'est des compétiteurs. Ils ont pris goût à gagner beaucoup cette saison. Et donc forcément, à être si près de la possibilité de jouer des phases finales, ils ne laisseront pas passer le coup. Mais c'est vrai que c'est le match piège pour le Loup, parce que je pense que les Bayonnais vont produire du jeu, vont avoir la volonté de jouer grandement leur chance. Et c'est toujours des matchs délicats à aborder dans ces circonstances-là, surtout pour le Loup qui a souvent été fébrile à domicile. Julien Thomas, le Loup, ça y est là, ils sont lancés. Les joueurs, on va dire, ont fait un peu leur match complètement fou au Stade Français, 0-28 à la mi-temps, 31 partout match, au score final. On va dire qu'il y avait plus ou moins une fronde contre Xavier Garbajosa, ou en tout cas voilà, une incompatibilité. Là, visiblement, ils se sont remis sur les rails. On ne devrait pas avoir d'anicroche ce soir. Exactement, François. C'est quand même une équipe du Loup qui avait Garba avec son style de jeu bien offensif et avec un nouveau système a un peu remué un petit peu, on va dire, les cartes justement du 15 titulaire. Et puis ça a été un début de saison compliqué, et c'est quand même offensivement une équipe de Lyon qui est très forte. Il me semble qu'elle doit être la 2e ou 3e équipe offensive, et c'est surtout là un petit peu cette défaillance qu'elle a eue parfois défensive qui leur a coûté cher avec la discipline. Maintenant, je pense que ce dernier tiers de saison, ils ont su quand même remettre un petit peu le mental. Xavier, surtout quand tu t'approches des phases finales, met beaucoup l'accent sur ça, et on l'a vu au Stade Français. On a vu des tensions quand même. On a vu des tensions, on sait qu'il y en a. Ah là, ça c'est sûr parce que c'est assez sanguin. Xavier Garba, il est assez sanguin, et puis il dit des choses, donc des fois ça plaît pas, mais le vestiaire en tout cas, mais pour moi, a eu quand même le mental au Stade Français d'aller chercher le match nul. Tout à fait, 31 partout, c'est l'heure de 25e journée. Ce soir, Lyon reçoit Bayonne. On va aller faire un petit tour du côté de Toulon, si vous le voulez bien. On retrouve Mathias Merlot qui nous attend. Toulon reçoit l'UBB. L'UBB, on va dire, est 5e. On rêve d'une victoire à Toulon pour peut-être recevoir en barrage. Voilà, mais Toulon... Toulon, ça paraît un truc incroyable, parce que Mathias, il faudrait donc une victoire avec bonus offensif ce soir pour les Toulonnais, pour se qualifier, je parle, dans les 6. Une victoire à 4 points de Bayonne sur la pelouse de Lyon, et que le Loup, dans le même temps, ne prenne pas de points de bonus défensif. Est-ce que Toulon rêve de ce scénario, ou en tout cas y croit, ou le public toulonnais y croit réellement? Bonjour François, vos calculs sont bons, la calculette a été sortie, tout est parfait. J'ai des anti-sèches.
je dois le dire. Non, il faudrait un miracle, François. Tout le monde en a bien conscience ici, aussi bien les joueurs que le staff varois, les supporters également. Mais il y a quand même pas mal de choses à fêter ce soir à Mayol au-delà de ce top 6. Il y a la Challenge Cup déjà remportée brillamment par le Rugby Club Toulonnais la semaine dernière. Puis enfin, il y a les adieux pour Mathieu Bastaro et Sergio Parissé. Ça aussi, c'est un des grands enjeux de ce match. On est plutôt venu pour cela. On sera à guichet fermé ce soir à Mayol. 17 000 peut-être aussi. 17 500 sûrement pour Benoît Payog, mais avec tout le respect que je dois à Benoît, il a un peu moins marqué l'histoire du Club Toulonnais que les deux joueurs que j'ai cités précédemment. Mais effectivement, il y aura aussi le départ de Raphaël Lacafia aussi, qui a été Toulonnais pendant de nombreuses saisons, qui arrive en fin de contrat et qui est à la recherche d'un nouveau projet. Donc voilà, il y a bien évidemment le rêve du top 6, mais de façon plus terre à terre, il y a surtout les adieux aux glorieux anciens. Ouais, et aussi à Franck Azema que l'on va écouter. Zach Pilon l'a écouté cette semaine, le coach varois, qui ne veut pas s'attarder sur les autres matchs. Écoutez-le. Si on voulait maîtriser notre destin, il fallait le faire bien avant. Donc tout au long de la saison, il y a des moments où on a laissé passer les points. Maintenant, on a encore une opportunité et il ne faut pas la laisser passer. Après, ce qu'on peut maîtriser nous, il faut le faire. Après le reste, ça ne dépend pas de nous. On aura des infos, mais bon, ça ne change rien sur nous, ce qu'on doit livrer sur le terrain. Parce qu'au-delà du résultat, c'est aussi quel engagement on met, comment on se comporte aussi après un titre. Et ça, c'est aussi riche d'enseignements. Donc c'est ces choses-là qui vont être importantes sur cette semaine. Qui croit au miracle toulonnais ce soir? On va poser la question directement à notre équipe Sud Radio. Yoann Huget, seriez-vous prêt à parier votre maison sur une qualification de Toulon ce soir? Laquelle? Sincèrement, non. Ça serait difficile de penser qu'ils puissent... parce qu'ils ne maîtrisent pas tout. Si c'était juste une victoire de Toulon, oui. Mais là, aujourd'hui, le scénario est quand même improbable. Et quand ça part comme ça, ça s'annonce très difficile pour croire à la qualification. Bien entendu, si je me trompe, tout le monde dira que c'est bien fait pour moi. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, les Toulonnais ont les capacités de se qualifier compte tenu du scénario improbable. Improbable. Julien Thomas, tiens, puisque on vous a entendu là, est-ce que vous seriez prêt à parier votre maison secondaire, votre résidence secondaire sur une victoire de Toulon? Hier, il a parié la principale sur Grenoble. Et désormais, il vit dans le studio Sud Radio. Désormais, il vit au camping. Et il a un camping-car. Je suis un caravane. Il a un van. Non, j'y crois pas. Enfin, j'y crois pas. Non. Peut-être une victoire ce soir des Toulonnais pour bien finir, mais la qualification non. Maintenant, c'est en plus 3 matchs difficiles en championnat et avec cette victoire en challenge Cup, je pense qu'ils ont basculé juste ils ont gagné la saison grâce à ça. Voilà. Je ne les vois pas qualifiés. Philippe, est-ce que vous seriez prêt à parier votre camping-car peut-être pour Toulon? Parce qu'on sait que vous passez souvent en vacances en camping-car. Non, je parierai pas grand-chose là sur une victoire. Faut voir la tête du camping-car aussi. Je crois que l'essentiel est ailleurs. On a mis la grosse écurie quand même plutôt du côté du RCT, mais comme le disait Mathias, je crois que voilà, on attend autre chose du côté du RCT ce soir. On est à guichet fermé, ce qui a été peu le cas cette saison. Il faut renouer avec les supporters, c'est je crois l'enjeu de la direction en ce moment. Et puis retrouver un peu de flamme. Donc on sait à quel point le public toulonnais est exigeant. Je crois que personne ne se fait beaucoup d'illusions, mais par contre le public attendra beaucoup du caractère de cette équipe ce soir. Donc il va falloir qu'il fasse un match très abouti. Après, comme le disait Johan, advienne que pourra en fonction de ce qui se passe sur le terrain du Loup. Mais je crois que voilà, pour cette dynamique dont ils ont besoin, on va avoir quand même un bon match du RCT ce soir. Avec une opposition importante puisque l'UBB joue gros aussi. Donc pour moi, ça va être une des affiches à suivre. Affiche à suivre bien sûr dans le multi 21h05, le coup d'envoi de tous les matchs que nous vous ferons vivre bien sûr en intégralité sur Sud Radio et en simultané. Allons faire un petit tour dans un des points chauds de la soirée. C'est Castres qui reçoit Perpignan. Rémi Mességué, Castres Perpignan, voilà surtout des enjeux pour les Catalans qui sont 13e et qui peuvent espérer se maintenir sans passer par le barrage d'accession. Bonsoir François, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à toutes et à tous.
oui, ils peuvent espérer, mais il faudra aussi avoir un œil, une oreille peut-être sur Sud Radio pour voir ce qu'il se passe à Pau ce soir pour les Catalans, parce que si Pau vient à s'imposer du côté du Hameau, les Catalans n'auront aucune chance d'éviter le barrage. En revanche, si les Palois venaient à s'incliner ce soir, les Perpignanais, ils auraient une chance en cas de victoire ici à Castres de pouvoir directement se maintenir et accéder à la 12e place. Voilà, il y a 4 points d'écart entre les deux équipes. Alors, même dans le scénario idéal rêvé, je pense, du côté de la Catalogne, Pau viendrait à s'incliner sans prendre de bonus et Perpignan gagnerait avec bonus ici à Castres. Et à ce moment-là, les Perpignanais se maintiendraient sans faire de calcul d'apothicaire. Merci Rémi, on vous retrouve également dans le multi, l'avant-match d'ici, une petite avant-match à 20h45 à peu près. Il y aura un bel hommage aussi, François. Ouais, très bel hommage pour Orda Pieta. Ouais, on trouvera également Antoine Dupont qui nous a accordé une interview aux auditeurs et on vous apportera un petit extrait dans une vingtaine de minutes environ. Mais pour le moment, eh bien, nous revenons un peu à l'actualité, parce que l'actualité c'est le multi ce soir, mais c'est également le tour de table de l'actualité comme tous les soirs dans le MAG. Et l'actualité, Philippe Spanghero, pour vous, eh bien, elle est aussi sujette à ce qu'on entendait tout à l'heure dans le flash d'Antoine Evassian, eh bien, à la détention provisoire de Mohamed Aouas, voilà, qui est encore, je dirais, pris dans les filets d'une sale affaire, Philippe. Ouais, c'est compliqué. Pour moi, ça règle définitivement la question de sa participation à la Coupe du Monde. Il y avait déjà eu le débat par rapport à ce deuxième carton rouge récolté contre l'Écosse d'un dernier tournoi et ces problèmes de discipline, mais qui restaient dans le cadre sportif. Et là, on touche à quelque chose de beaucoup plus sérieux, en plus dans l'enjeu de société que représentent les violences faites aux femmes actuellement. Donc, ça dépasse très largement le cadre du sport. Et je crois que peu importe la décision de justice dans cette affaire, le staff peut pas décemment se permettre, à la vue des faits qui lui sont reprochés et qui sont a priori pas contestés, puisque j'ai lu aujourd'hui qu'il y avait des témoignages, etc., que conteste pas son avocat. Je crois qu'on a définitivement clôturé le sujet de la participation de Mohamed Aouas à la Coupe du Monde, et c'est vrai que c'est des faits d'actualité qu'on n'aime pas voir, et particulièrement dans le monde du rugby, en étant un peu chauvin, mais c'est des coups de projecteur qui sont pas très agréables, et malheureusement pour Mohamed Aouas, à quelques semaines seulement de quitter Montpellier pour potentiellement rejoindre Clermont et un nouveau départ pour lui, ça marque pour moi un vrai coup d'arrêt dans sa carrière. Coup d'arrêt ou pas, Johan, pour vous, on va se rester bien sûr sur les conséquences, et uniquement sportives, mais voilà, et quelle que soit la décision, il ne pourra pas figurer dans la liste, comme le dit Philippe, selon vous? C'est compliqué. Aujourd'hui, il a beaucoup d'affaires en cours déjà, plus une qui vient de se rajouter. Je pense que pour être performant dans le sport, il faut être bien mentalement. Et aujourd'hui, le plus grand bien qui puisse arriver à Mohamed Aouas, c'est de se retrouver, de repartir à zéro, c'est de changer de ville, de changer de club. Et pour l'instant, la priorité, je pense que c'est pas la Coupe du Monde pour lui. C'est de se remettre les idées en tête. Et voilà, je pense que pour la Coupe du Monde, ça serait les garanties qu'il a aujourd'hui ne seront pas en adéquation avec celles du 15 de France, je pense. Le tour de table de l'actualité, bien sûr, de l'équipe Sud Radio qui continue. Johan, puisque je vous tiens, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, ce week-end ou cette semaine? Ce week-end, c'est bien sûr la 3e place de Sébastien Ocon sur ce Grand Prix. Esteban. Carton bleu. Esteban Ocon qui de suite, voilà, on l'a dit, vous l'avez dit, c'est le premier Français à obtenir le podium depuis Olivier Panis. Donc moi j'aime bien regarder la Formule 1 et c'est vrai de voir l'Alpine et un Français sur le podium, ça fait toujours plaisir. Belle performance effectivement d'Ocon, c'est la Formule 1. Alors bon, si vous parlez vous de sport mécanique, souvent, Julien, quand il fait le tour de table d'actualité, il nous parle de vélo. Julien Exactement. Exactement. C'est pour le Giro. Pour le Giro, j'en avais parlé en ce début de Tour d'Italie. Et puis là, c'était la fin aujourd'hui, remporté par la Jumbo-Visma de Primož Roglič, son premier Giro vainqueur. Et c'est surtout dû à l'étape d'hier, qui a été sur le contre-la-montre. Excellentissime Primož Roglič qui a pris le maillot rose à Gareth Thomas, qui était lui par contre leader depuis quelques jours.
À noter, par contre, 5e, notre Thibaut Pinot national. C'est bien. 5e, oui, très très bien. Et meilleur grimpeur en plus. Il finit meilleur grimpeur du Tour d'Italie. Donc, je pense que pour lui, c'est une grosse satisfaction d'avoir récupéré ce maillot de meilleur grimpeur et 5e au général. Alexandre Priam, qu'avez-vous retenu de l'actualité ? Alors on retient forcément ce premier jour de Roland Garros, la qualification de Léolia Jean-Jean tout à l'heure, l'élimination évidemment d'Alizé Cornet face à Camilla Giorgi, Lucas Pouille qui est en train pour l'instant de mener face à Rodionov 6-2, 2-1, mais surtout un homme, Arthur Fils, qui vient de s'imposer à Lyon, qui rentre en lice demain face à Davidovich Fokina, pas évident comme entrée en lice. Ouais, très gros premier tour. Et tout à l'heure, Antoine Mazer, notre reporter à Roland Garros, l'a croisé. Bonjour Arthur, Antoine Mazer pour Sud Radio. Félicitations déjà pour ta victoire d'hier. J'ai une petite question. Demain, je ne sais pas si tu as vu la programmation. Tu joueras sur le cours Simone Mathieu, un cours assez chaud, avec pas mal d'ambiance, face à un adversaire qui joue plutôt bien sur terre battue. Comment tu appréhendes déjà ce match et comment tu te sens déjà physiquement après ta victoire d'hier? Non, je me sens bien. J'ai voyagé hier après mon match, je me suis entraîné une petite heure aujourd'hui. Voilà, j'ai bien préparé, je suis prêt pour Roland quoi. Donc non, ça va être un très bon match sur un beau cours comme ça avec le public à fond. C'est sûr qu'on joue pour ce genre de match. Je vais prendre plaisir et puis je vais voir ce que ça donnera. Ouais. Arthur Fils, donc la prochaine génération, la nouvelle génération du tennis français, François, qui commence demain sur le Simone Mathieu face à Davidovich Fokina, et comme tu disais, c'est un très gros premier tour pour lui. Oui, effectivement, et très gros tour de table de l'actualité ce soir, comme chaque fois bien sûr. Et Quentin, vous avez toujours cette volonté de vous démarquer, de vous tourner vers le continent américain. Exactement, je suis un Américain dans l'âme, ça se voit évidemment. Moi, j'ai choisi de vous proposer une nouveauté dans le sport français. C'est la première franchise de football américain en France. C'est les Mousquetaires de Paris qui vont évoluer en EFL, c'est l'European Football League. Il y a 17 équipes qui participent dans 7 pays différents, et donc pour la première fois, il y aura une équipe française cette année qui va participer à cette compétition, et il y aura le premier match de cette franchise, ce sera le 3 juin face à Cologne en Allemagne, et ensuite premier match à domicile, ce sera au stade Jean-Bouin, le stade du stade français, et la franchise parisienne aura 6 matchs à jouer du côté de Jean-Bouin, et ça va se passer entre le 10 juin et début septembre. Voilà donc pour cette franchise de football américain. Super, c'était bien d'en parler. Moi, mon tour de l'actualité, c'est Oyonnax. Bien sûr, nous allons en parler dans un instant avec un de ses entraîneurs, Fabien Cibré, qui est notre invité. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, la radio du rugby. François Trio. Et Sud Radio, la radio du rugby, a vibré avec tous ses auditeurs et fans du ballon ovale avec la finale de Pro D2 hier. C'était à Ernest Vallon, on l'a vécu en direct en intégralité. Et la victoire d'Oyonnax aux dépens de Grenoble, 14-3, a propulsé donc le bon élève oyonnaxien, voilà, tout au long de la saison, qui a terminé, qui a caracolé lors de sa phase régulière et qui s'est donc qualifié pour la remontée en top 14. Avec nous, Fabien Cibré, un des entraîneurs d'Oyonnax. Salut Fabien, merci d'être avec nous parce que je sais que vous êtes à Oyonnax et que le trophée est attendu. Oui, les joueurs sont en train de présenter au public, donc si on peut se faire vite, ça m'arrangerait. C'est super, en tout cas merci. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cet essai à la 80e d'hier? Est-ce que vous pouvez nous raconter quand même l'après-match? Beaucoup d'émotions, hein, comme vous pouvez le penser. C'est le travail de toute une saison qui a été récompensé hier, un peu au bout du suspense à la guerre des nerfs, et beaucoup de joie, d'émotion, et une belle troisième mi-temps comme on sait le faire dans le rugby tout simplement. On est reparti ce matin à 11h en bus jusqu'à Oyo, on vient d'arriver, et on partage ça avec 3000 supporters qui nous viennent nous attendre. 3000 supporters, Yoann Huget est là également, Philippe Spanghero, Julien Thomas, Alexandre Priam. Peut-être une petite question avant de libérer Fabien? Oui Fabien, plus personnellement, vous étiez du côté d'Aix-en-Provence, arrivé à Oyonnax. Vous imaginiez vivre une telle saison avec le club de l'Ain, une saison quasi parfaite au final, avec près de 110 points marqués et un championnat totalement dominé par votre équipe? Sur le plan personnel, j'avais l'ambition, bien évidemment, quand je suis revenu ici, de retoucher au bouclier.
c'est une évidence. Après, avoir les résultats qu'on a eu tout au long de la saison, on n'a perdu que 5 matchs. Franchement, c'est quand même assez incroyable ce qu'ont pu faire les joueurs, ce que le club a fait pour arriver à notre objectif final, tout simplement. Je pense, pour répondre plus simplement à ta question, je pense pas que j'avais pensé à ça, mais toucher un trophée, c'était l'objectif. Tu vas jouer le top 6 comme Bayonne la saison prochaine? Là, tu sais quoi, les amis vont commencer là maintenant. Là. On va profiter quelques jours, et pas beaucoup je pense, de cette fin d'année, mais après les soucis vont démarrer, ouais. Ça va pas être la même histoire là. Sauf que quand on caracole comme ça en tête de la Pro D2, on anticipe quand même la montée. Oui, on anticipe la montée, mais on est au Yona, on n'a pas le plus gros budget, on avait le 5e budget de Pro D2. Faut imaginer ce que c'est. Hein. Aujourd'hui, on a 11 millions de budget. Le plus petit budget en top 14, je crois qu'il a 19, un truc comme ça. Ça fait un delta de quasi x2. Donc voilà, donc c'est difficile. Nous, l'objectif qu'on avait, c'était fidéliser nos meilleurs joueurs, la majorité de notre effectif. On a quasi réussi à faire ça. Et essayer de construire avec des très bons joueurs, des très bons profils de Pro D2 pour essayer de bagarrer avec nos moyens. Hein. Les consultants, l'équipe Sud Radio, quand même un petit mot pour et Julien peut-être, Julien Thomas pour Fabien Cibré. Salut Fabien, non mais salut, pas forcément des questions, salut, vraiment félicitations, grosse saison, vous avez dominé la tête des épaules donc c'est mérité. Vous avez été vraiment un rouleau compresseur toute cette année. Juste peut-être la petite question, c'est quand tu montes comme ça, enfin bon, tu as un peu anticipé avec le staff bien sûr sur le recrutement, mais qu'est-ce que ça va donner, tu penses sur l'effectif prochain, sur la saison prochaine? Il faut maintenant qu'on sait qu'on monte, qu'on est sûr de monter, il faut qu'on recrute encore 4, 5 voire 6 joueurs, donc ce qui est beaucoup, avec une temporalité très courte. Donc voilà, nous ne pas nous tromper non plus sur les profils qui seront nécessaires pour nous au poste ciblé pour pas se tromper, parce qu'on sait que si tu te trompes sur un recrutement, c'est un petit peu ta saison qui est morte. Hein. Donc voilà, écoute, il nous reste plus qu'à essayer d'activer les leviers sur les joueurs qu'on a ciblés, et en espérant qu'ils soient séduits par le projet de Lyon. Et surtout un Charlie Cassan qui a été très bon, manœuvré je pense derrière l'oreille par toi. ouais. Ici, apparemment c'est mon fils, on dit que c'est mon fils ici, je sais pas. Mais non, mais Charlie, ça fait un moment qu'il est au club aussi maintenant, c'est un joueur de très haut niveau Pro D2. Maintenant, il va devoir s'expliquer avec les grands. Voilà, mais c'est quelqu'un qui a fait sa place, qui est heureux ici surtout, c'est ça qui est le plus important. Qui est le meilleur en troisième mi-temps là, juste très rapidement, sans bien sûr donner la liste de tous les joueurs. Mais il y a quelques très bons profils. Moi j'ai appuyé un peu trop hier soir, donc je suis dormi dans le bus. Mais il y a quelques avants, je ne vais pas les citer, mais ils sont très alignés là, oui. Bon, en tout cas, on vous remercie, on vous libère, et puis profitez bien de cette communion avec le peuple d'Oyonnax et ses connaisseurs, hein, parce qu'ils sont nombreux, les supporters d'Oyonnax, et toujours aussi fidèles. Merci Fabien Cibré d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio, la radio du rugby. Voilà le coach d'Oyonnax, l'un des coachs d'Oyonnax, bien sûr, qui célèbre cette montée. Johan Huget, cette montée, elle est quand même impressionnante, mais bon, quand même, 7-3 à la 79e, on se disait que c'était pas fait, ils se sont fait quand même une grosse frayeur, les Oyonnaxiens, même si on avait quand même l'impression qu'ils étaient supérieurs, enfin en tout cas qu'il y avait à l'œil nu comme ça, il y avait une supériorité. Ouais, à l'œil nu effectivement, mais non, en termes de puissance, ils ont maîtrisé, on peut pas dire qu'ils ont maîtrisé le match, mais les Grenoblois étaient beaucoup trop imprécis durant la fin de la première période. Ils ont une occasion pour revenir au score, ils marquent pas. Il laisse pas mal d'occasions en route. Et dans l'ensemble, on a senti quand même deux équipes assez fragiles durant tout le match, avec beaucoup de fautes. Mais la puissance oyonnaxienne a été supérieure. Alors le score est de 7-3 à la 79e, certes, mais on ne sentait pas les Oyonnaxiens très en danger non plus durant ce match.
Philippe Smanguero, vous partagez le point de vue de Johan là? Vous n'avez pas tremblé? Parce que moi, j'étais pas non plus. Il a tremblé de froid, de crainte pour la qualité du rugby, Philippe, hier. Non, j'ai pas beaucoup tremblé parce qu'en fait, dans l'analyse de ce match, on a senti quand même les Grenoblois, même s'ils ont recollé à 4 points à un moment, démunis, sans vraiment de solution. Ils n'ont jamais réussi à perturber cette équipe d'Oyo dans la dynamique, dans le déplacement du ballon. Ils ont été pris physiquement assez tôt en deuxième période. Les Oyomen ont repris le dessus en mêlée fermée. Il n'y avait pas beaucoup de failles côté grenoblois. Donc bien sûr, ça aurait pu se jouer sur un coup. Et si Grenoble était revenu dans ce match après le 7-3, ça aurait pu impacter psychologiquement les Oyomen. Mais non, on a senti une équipe quand même qui maîtrisait son sujet et qui, dans la dimension physique, a été au niveau auquel on l'a vu toute la saison et qui a fait mal quand même à cette équipe du FCG. Ce qu'on peut regretter du côté du FCG, c'est que je pense que c'est toutes ces scories et cette fébrilité et cette faiblesse technique quelque part. Les joueurs doivent se dire qu'ils n'ont pas joué grandement leur chance et que ils auraient pu montrer un meilleur visage. Voilà. Et c'était quoi, Alexandre? Oui. Non, mais je me pose la question de quelle trajectoire pour Oyonnax en top 14. Est-ce que ce club a les moyens de s'installer durablement en top 14? Qu'est-ce qu'il doit faire justement s'il n'en a pas encore les moyens? Philippe, peut-être que tu es plus à même à répondre, mais je me pose vraiment des questions sur le projet Oyonnax en top 14. Ouais, c'est difficile. Ça fait partie de ces équipes dont on parlait hier, qui ont fait le yo-yo régulièrement, comme Brive, comme Perpignan, qui sont dans cet entre-deux en fait. Et Oyo, pour moi, ils sont encore un peu plus loin que tous ces clubs-là, par rapport au bassin économique, par rapport aux possibilités qui existent aussi. Alors, heureusement, ils ont tellement dominé, comme on le disait, qu'ils ont pu un peu anticiper le recrutement. Mais anticiper, ça marche mieux quand on a des moyens. Fabien Cibré en parlait, 11 millions d'euros de budget. Aujourd'hui, on sait que pour Oyonnax, c'est la 7e affluence de Pro D2. Seulement, c'est 5000 spectateurs en moyenne, ce qui est quand même loin derrière Val qui tourne à 9000. C'est une commune de 25 000 habitants, avec un territoire qui est quand même très rugby, avec des places fortes du rugby, de gens qui suivent leurs équipes, notamment Bourg-en-Bresse à côté. Donc c'est un territoire difficile à travailler. Et c'est clair, après, c'est ça qui est un peu terrible, c'est que bien sûr que c'est beau qu'ils montent et qu'ils vont tout faire pour exister. Mais je pense que le temps de la première montée d'Oyo en top 14 sous l'ère Urios, où ils arrivent à jouer ce barrage au Stade Toulousain et qu'ils finissent dans les 6, est révolu quand même. Ça paraît plus compliqué. Alors bien sûr, ils se bagarreront pour le maintien, au moins une place de barragiste. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que ce sera quand même très compliqué d'aller à Charles-Maton. Ouais, Julien Vert avec nous en direct de Gerland, parce que vous allez commenter pour nous, pour Sud Radio, ce match, Lyon face à Bayonne. On va y revenir dans un instant, mais quand même, vous étiez tout au long de la saison très proche de cette équipe d'Oyonnax. Est-ce qu'elle a, selon vous, on va dire l'épaisseur? Il y a déjà eu quand même une belle expérience au top 14 pour Oyonnax. Il y a aussi quand même un tissu économique autour qui est capable peut-être de gonfler le budget de Oyonnax, non? Oui, mais en fait je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Philippe, parce que c'est très pertinent une nouvelle fois. En fait, Oyonnax, quand ils sont montés, on se repose un peu les mêmes questions qu'on se posait à l'époque de la montée avec Christophe Furios, et je peux vous dire qu'en l'ayant vécu sur place, à peu près 99% des gens pensaient que Oyonnax allait faire une saison et puis redescendre un petit tour et puis s'en va, que c'était, voilà, j'avais un collègue de boulot, à chaque fois il me disait non mais cette année ils redescendent. Il a fini par avoir raison au bout d'un moment, mais c'est-à-dire que c'était un petit exploit permanent. La différence qu'il y a aujourd'hui, c'est que le top 14 a nettement haussé son niveau. Et effectivement, on a aussi nettement haussé le niveau des moyens requis. Alors c'est plus du tout le même Oyonnax qui monte, hein. C'est un Oyonnax qui s'est beaucoup plus structuré, qui a énormément investi dans ses infrastructures en dur. Par contre, effectivement, c'est aussi un Oyonnax qui, lors de sa première montée en top 14, avait réussi à drainer toute une population derrière. Et
et qu'il va falloir retrouver, mais pour ça je suis pas trop inquiet parce que il y a effectivement un terreau fertile d'amateurs de rugby autour, donc les gens vont revenir voir des belles affiches comme on a pu le voir sur la demi-finale où il y avait une bonne petite affluence. Après, la question sportive de savoir combien de temps Oyonnax peut rester dans ce top 14, effectivement c'est difficile d'y répondre, et réussir à s'ancrer plusieurs saisons en top 14, ce serait un challenge le réussir à le faire, ce serait un sacré challenge en tout cas qui sera à relever. Un challenge, effectivement. Julien, juste pour conclure sur ce thème-là, est-ce qu'Oyonnax peut être une surprise un petit peu comme Bayonne ? Mais exactement, ça peut être la surprise. Après, il faut vraiment, pour ma part, il faut vraiment, comme disait Fabien Civré tout à l'heure au téléphone, cibler et parfaitement cibler les joueurs nécessaires à leur effectif. Je pense qu'ils ont le potentiel parce qu'ils étaient totalement au-dessus de cette Pro D2 cette année. Il s'est mérité, la logique a été respectée, on va dire, de ce match, de cette finale. Par contre, il y a quand même, quand tu arrives comme ça, c'est un point noir à chaque année quand même pour les clubs de Pro D2 d'arriver et de savoir qu'ils montent et de faire un recrutement de dernière minute un petit peu low cost peut-être, entre guillemets je dis, parce que avec respect pour les joueurs dont je faisais partie, mais tu fais tout à la dernière minute en gros. Ouais, mais ça peut fonctionner effectivement, et c'est surtout la première année qui est dure, on va dire. Après on arrive à confirmer, à conforter, à cimenter le club pour qu'il se maintienne de façon pérenne en top 14. Julien, juste un petit mot quand même sur le match que vous allez suivre pour nous. Lyon qui reçoit Bayonne. On a parlé des enjeux tout à l'heure. Est-ce que les bouchons se sont dissipés? Est-ce que le stade sera plein? Très brièvement. Est-ce que les bouchons lyonnais seront de qualité? Ça peut être un thème. Et est-ce qu'on aura des bouchons à faire sauter en fin de match aussi? Est-ce que le champagne sera de sortie, ou est-ce qu'au contraire ce sera difficile à digérer? On verra ça dans quelques minutes entre guillemets, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a un vrai engouement. Il fait, je suppose, comme un peu de partout en France aussi, très très chaud ce soir dans ce stade, donc je pense qu'il va y avoir un peu des mains moites, un peu des ballons glissants. Il va falloir pas trop trembler, et j'espère qu'on verra une belle petite orgie de jeu. Il y a quelques absents quand même qu'on peut un petit peu regretter pour cette fin de saison. Là, du côté lyonnais, il va manquer dans le paquet d'avant Crotin et Gérassi. On va voir derrière les absences de Berdeux, Nignashvili, Mignot ou encore Maracou. Du côté de Bayonne, vous en avez parlé, il va y avoir surtout des absences au niveau de la charnière avec Rouette, Machelot qui vont manquer principalement pour ce match-là. Il y a d'autres absents derrière, mais voilà, donc du côté de Bayonne, il va falloir composer avec le jeune Hugo Camacho, et puis du côté des Lyonnais, essayer un petit peu d'être poussé par ce public pour cette dernière à la maison dans cette saison régulière. Oui, on l'espère aussi. Petit clin d'œil du côté de Castres, Rémi Mességuet, parce que Castres aussi, on a parlé tout à l'heure de Perpignan, mais Castres voudra bien sûr bien terminer pour sa saison, même si il n'y avait pas beaucoup d'espoir de faire autre chose que de rester dans un ventre mou, mais pour saluer peut-être certains qui vont quitter le club. Alors François, oui, on va vouloir saluer certains qui quittent le club, notamment Bentramin Rodapieta qui rejoindra Clermont la saison prochaine, mais Castres a peut-être un espoir, on va dire, peut-être un petit peu financier, parce que les Castrés peuvent encore accrocher la Champions Cup la saison prochaine sur un concours de circonstances certes, mais en cas d'égalité avec Bayonne et Montpellier, les Castrés accrocheraient la dernière place pour aller chercher la Champions Cup. Et quand on sait l'argent que peut rapporter le fait d'évoluer dans la première compétition intercontinentale, ça peut compter. Eh bien voilà, on fait un petit clin d'œil du côté de Toulon. Mathias Merlot, on le disait, Toulon, on en a parlé tout à l'heure, qui va bien sûr saluer quelques grognards, notamment Parissé et Bastaro, qui sera aligné aujourd'hui. Mais l'UBB quand même vient aussi avec une équipe plutôt costaud, notamment sa charnière.
Exactement, j'allais en parler justement, François. Maxime Lucu, Mathieu Jalibert, Mathieu Jalibert qui a besoin de sensations avant le début de ces phases finales et qui va se livrer à un beau duel face à Yaya West ici même à Mayol. Et puis Maxime Lucu qui aurait pu jouer face à Baptiste Serin, malheureusement absent. Baptiste Serin blessé en finale de Challenge Cup. Il aura un défi face à Benoît Payoc. Voilà, ça va être un des enjeux de cette rencontre, ce duel entre deux charnières expérimentées de top 14. Voilà, messieurs, on se retrouve dans un instant, dans quelques minutes pour les avant-matchs plus précis encore sur Sud Radio, mais on va parler dans quelques instants avec Antoine Dupont. Vous allez écouter Antoine Dupont qui était cette semaine, Alexandre, il était avec les auditeurs Sud Radio, avec Philippe également, voilà, pour ceux qui avaient gagné et participé au jeu. Il y a eu un échange pendant un long moment, nous allons vous en diffuser un petit extrait. On va l'écouter, Antoine Dupont, pour Sud Radio. Il revient sur les questions, on va dire, d'argent, de revenus, de salary cap. Voilà, il voudrait que les instances, qu'on gagne un petit peu plus d'argent. Et écoutez-le, c'est assez intéressant. Est-ce que l'argent, c'est un tabou ? Oui, je pense que oui, quand même. Ça, dans le vestiaire, on sait tous plus ou moins combien gagnent des joueurs, mais c'est quand même assez tabou sur combien gagne chaque mec dans le vestiaire. Et on est loin encore des standards du foot, mais où eux, ils ont tout leur salaire dévoilé dans la presse. Je trouve pas ça sain non plus. Et après, je pense que aussi c'est peut-être français d'avoir ce tabou-là sur l'argent. Oui. Est-ce que le rugby devrait d'ailleurs rapporter davantage que ce qu'il rapporte aujourd'hui, et si l'on compare avec le football Non, mais je pense que sans se rapprocher du foot, je pense que l'économie du rugby pourrait être plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui, mais les instances dirigeantes n'ont pas trop envie. Après, il y a eu la sortie du Covid qui a été assez dure à gérer pour les clubs, donc il y a eu une baisse du salary cap qui a été votée, mais on sent bien qu'il y a une volonté de la part des instances dirigeantes que les joueurs ne gagnent pas trop. Alors quelles sont les raisons ? Il faudra leur demander à eux. Non mais c'est vrai, ça vous le regrettez. Vous dites qu'aujourd'hui il devrait y avoir davantage, et c'est pas un tabou, davantage d'argent pour non, le rugby. Je le regrette pas, mais c'est qu'il y a pas mal de règles du salary cap qu'on a du mal à comprendre et qui sont très strictes et même qui peuvent être parfois contraires à certaines lois du travail. Après, c'est parce qu'on dit qu'il faut toujours que le rugby reste ce milieu familial, la solidarité, les copains, et on a peur que des déviances que peut causer l'argent, ce qui peut être entendable aussi. Et vous en parlez d'ailleurs entre vous, entre joueurs, quoi. Oui, c'est des choses dont on échange, parce qu'on sait aussi que tous les clubs, maintenant, quasiment la totalité des clubs de top 14 est soumis à ce salary cap parce qu'ils sont au taquet, qu'ils n'ont pas de manœuvre, et c'est surtout qu'au nombre de matchs qu'on nous impose par an, on est obligé d'avoir des effectifs étoffés, de pouvoir recruter des joueurs, et ce que le salary cap ne nous permet pas. Donc on est obligé d'user les mêmes joueurs et d'avoir toujours ces mêmes problèmes de blessures, de rythme, de cadence infernale, que malheureusement on peut pas gérer. Ouais, vous ne faites pas de politique, Antoine Dupont, mais vous pourriez en faire, quoi, dans le rugby. Bah, c'est pas mon rôle, non, mais moi je me concentre sur le terrain, mais j'ai envie d'être le plus performant sur le terrain, et tout n'est pas forcément mis en place toujours pour qu'on le soit. Voilà donc Antoine Dupont avec Patrick Roger. C'était on va dire lors de la rencontre avec les auditeurs Sud Radio qui ont pu rencontrer Antoine Dupont cette semaine du côté de Toulouse. On va y revenir bien sûr avec Philippe Spanghero, avec Julien Thomas, mais je me tourne vers vous, Yohann Huget, parce que ce qui est toujours intéressant avec Antoine Dupont, c'est qu'il a un parler vrai qui est digne de Sud Radio, la radio du rugby, et qui il va droit au but, Antoine. Ouais, il est assez déstabilisant comme garçon par rapport à ça, notamment dès qu'il est arrivé au Stade Toulousain, il voulait révolutionner un peu les horaires d'entraînement. Il a réussi, à force. Il disait qu'on se levait trop tôt, qu'il avait besoin de dormir. Voilà. Donc, et au fur et à mesure, il dit ce qu'il pense, parce que c'est des choses vraies, c'est des choses sur lesquelles mais sans faire. Ce que j'aime bien, c'est qu'il fait pas de polémique autour de ça. C'est-à-dire qu'il assume. Et derrière, il pose ses convictions avec ses intentions, et c'est dans le bien-être et dans la bienveillance pour tout le monde, parce que il a raison, on joue trop, mais ça fait combien d'années qu'on dit qu'on joue trop ? Ça fait combien d'années qu'on dit que les clubs sont bloqués avec le salary cap parce qu'on veut que tous les clubs soient au même niveau, parce qu'on a envie qu'il y ait pas on n'a plus envie d'avoir deux clubs qui se détachent. Donc on entend tout, mais aujourd'hui, il faut préserver la santé des joueurs, et je pense qu'au-delà de l'argent, Antoine, il parle aussi pour la santé des joueurs, et qu'ils ont besoin de souffler. Je l'ai interviewé il n'y a pas longtemps dans le cadre de TF1, et
Et c'est un garçon qui se sent épuisé, où au bout d'un moment, il prenait plus de plaisir parce qu'il a enchaîné les matchs et un coup il était en équipe de France, un coup il était au Stade Toulousain et sa tête, en fait, elle avait du mal à suivre. Donc ce qu'il dit, il le pense, il le pèse et il va au bout de ses idées. C'est ce que j'aime chez lui. Ouais, d'ailleurs, c'est un extrait au cœur de 45 minutes d'entretien qu'on vous diffusera très prochainement sur Sud Radio. Ce sera un entretien exceptionnel avec Patrick Roger et effectivement les auditeurs qui avaient gagné cette rencontre avec Antoine Dupont, François. En plus d'avoir gagné un maillot dédicacé, oui, on s'en souvient puisqu'on l'a vécu sur notre entraîne. Philippe Spanghero, revenons quand même sur la forme. Ça, il y a toujours ce côté très on dirait sharp. Voilà, il y va toujours franco. Hein, c'est pareil d'ailleurs dans les analyses de match, toujours Antoine Dupont. Et puis après, il y a le fond, il y a ce rapport au salary cap quand même qu'il pointe du doigt et notamment par rapport à la santé des joueurs. C'est vrai quand même ce que dit Antoine Dupont. Alors c'est vrai partiellement, mais je suis pas sûr qu'on comprenne exactement où il a voulu en venir. Parce que d'abord, pour moi, l'économie du rugby français aujourd'hui, l'histoire nous montre qu'elle est raisonnable, elle est raisonnée et elle est rationnelle. Aujourd'hui, non, il n'y a pas beaucoup plus d'argent disponible pour payer les joueurs beaucoup plus que ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Par contre, il y a des règles auxquelles Antoine fait allusion qui posent vraiment problème et qui, pour moi, doivent être revues dans le temps, mais qui sont difficiles. Notamment ces règles liées au contrat d'image individuel. Parce que quand vous avez des gros joueurs comme Antoine Dupont, comme Romain Ntamak, vous avez des partenaires du club qui ont aussi intérêt à les prendre en contrat d'image individuel. Mais en fait, il y a quelque chose que le grand public ne sait pas trop, c'est qu'au départ, comme il y a eu beaucoup d'abus sur le détournement du salary cap, le salary cap manager a mis en place une règle très stricte, c'est-à-dire qu'on considère que toute relation directe entre un joueur et un partenaire du club est considérée comme du salaire déguisé et rentre dans le salary cap et est soumis à charge. Donc c'est ça qu'il conteste, surtout. C'est plutôt ça qu'il conteste. Et il a raison de le contester parce que, en fait, c'est la logique tout ça. Pour vous donner un exemple très précis, si demain Mercedes décidait à titre personnel d'acheter l'image d'Antoine Dupont et de le mettre partout, il aurait le droit, alors que Peugeot, qui est partenaire du Stade Toulousain depuis 25 ou 30 ans et qui aurait un vrai intérêt, lui, dans la continuité de son histoire avec le Stade Toulousain, à prendre en plus Antoine Dupont, n'aurait pas le droit. Donc, en fait, aujourd'hui, pour ces joueurs-là, ce sujet de l'image individuelle et des droits d'image individuelle devient un vrai enjeu. Et c'est vrai que quelque part, cette règle les bloque et les empêche de pouvoir tirer profit au maximum de l'environnement du club. Ça, c'est un vrai sujet pour les joueurs internationaux, j'allais dire. Mais pour tous les autres joueurs qui composent notre championnat, on le voit partout ailleurs dans le monde, les salaires sont les plus élevés au monde et l'économie du rugby, elle est capable de supporter ça, mais pas plus à l'heure où on parle aujourd'hui. Voilà. Ouais, éclairage très très intéressant. Julien Thomas, vous voulez réagir, rebondir sur ce que Johan et Philippe ont dit? Oui, et Antoine. Et Antoine surtout, mais c'est Antoine qui parle. Johan a évoqué. Il y a deux sujets. Quand UG nous dit, il y a bien sûr le salaire qui en veut un peu plus, ce qui peut être compréhensible, mais surtout à côté les temps de jeu. Ça, c'est deux sujets différents. Enfin, je pense. Maintenant, pas forcément. Si tu montes le salary cap, tu recrutes plus de joueurs, donc tu fais plus tourner et ainsi de suite. Je suis d'accord, mais regarde la pépinière qu'a mis en place le Stade Toulousain. Et ils l'ont fait magnifiquement bien et ils ont eu les fruits récoltés cette saison. C'est que pendant le tournoi Destination, alors qu'ils prenaient des casquettes les années précédentes, ils ont fait jouer les jeunes, ils ont aguerri et maintenant cette année ils ont récolté un peu les fruits. Donc je pense qu'il y a peut-être une autre solution que plutôt par l'argent aller chercher des mecs à droite à gauche avec. Julien, je te coupe. Hein. Ils récoltent pas les fruits, c'est juste qu'ils ont. Par le temps de jeu, oui, mais obligé. Mais quand ils ont pris Piquet il y a 2 ans ou 3 ans à Montpellier, qu'ils en ont pris 50 avec une équipe espoir, maintenant les mecs qui jouent là, ils ont tenu la baraque. Et c'est pendant le tournoi à destination que le Stade Toulousain a eu le plus de points, même dans le championnat. Donc après, pour moi, je pense si veut gagner par plus d'argent, Antoine Dupont, c'est pas au Stade Toulousain qui va en gagner plus. Hein.
Enfin, j'allais en venir, Alexandre. J'allais en venir. C'est pas le Stade Toulousain qui paye le plus en France. Enfin, il faut le dire, parce que les gens croient toujours que le Stade Toulousain, c'est une machine Afrique qui donne de la thune dans tous les sens. Excusez-moi du terme. Mais c'est complètement faux. Je peux le confirmer. La Huge ou Philippe, dites-moi. Mais c'est complètement faux. Ma question pour Antoine Dupont, en plus, c'est qu'il y a des barèmes de salaire. Donc, t'es international, t'as ça, t'es dans la tranche, t'es espoir, t'as ça, t'es dans la tranche. Alors qu'il y a des clubs, tu peux gagner autant qu'un pro en espoir. Il y a des salaires plus élevés à La Rochelle qu'à Toulouse. Il y a des salaires plus élevés au Racing 92, au Stade Français Paris. C'est comme ça. C'est parce que le Stade Alors, il a changé les heures d'entraînement, mais il peut pas changer peut-être la grille des salaires. La politique du Stade Toulousain, on a pu le voir avec Chelsea Colby quand il est venu 2-3 fois redemander une réévaluation de son salaire parce qu'il était meilleur joueur du monde. Puis après, il est revenu parce qu'il était champion du monde. Après, il est revenu parce que, et là, au bout d'un moment, il a dit, écoute, nous, ce qui est le plus important, c'est l'institution. On a mis une grille de salaire. On a fait un effort la première fois. La deuxième fois, tu peux pas revenir tous les ans nous demander quelque chose en plus. Là, on est au plafond sur notre grille de salaire par rapport à ce qu'on peut faire. On peut s'arranger différemment. Il n'a pas voulu, donc ils l'ont laissé partir. Et ça, je trouve que c'est une marque très forte par rapport à l'institution, parce que derrière, le Stade Toulousain s'est retrouvé en difficulté sur la saison, enfin en difficulté. Ils ont été obligés de passer par les barrages. Mais dans leur effectif, ils ont préféré laisser partir un joueur que privilégier un joueur que l'institution. Et j'ai trouvé ça, ce message envoyé aux autres joueurs, notamment Antoine, notamment à Romain Tamac, qui était très très fort pour la suite. Petite question quand même juste sur le salary cap, parce que Antoine Dupont parlait de la santé des joueurs et donc que les effectifs devaient en gros être étoffés, mais qu'ils étaient limités par le salary cap. Est-ce qu'il est respecté, Philippe, ce salary cap par les clubs en général, ou est-ce qu'il y a encore des mistoufs là pour le contourner? Non, de façon générale, il est extrêmement bien respecté de plus en plus. Si j'ai un petit bémol à mettre, c'est cette boîte de Pandore qu'a ouvert un petit peu la Ligue et sur laquelle il faut être très vigilant, c'est-à-dire les amendes à payer pour les clubs qui ne le respecteraient pas. Parce qu'on voit qu'il y a des propriétaires de clubs qui ont beaucoup d'argent, qui s'en fichent de payer. C'est comme ça, ils s'en fichent. Et qui s'en fichent de payer. Pour moi, la sanction, elle doit être sportive. C'est moins 4, moins 5 points sur le début de la saison sportive qui suit. Ça donne un trop mauvais signal à nouveau de dire que l'argent peut tout acheter. Quand il y a des règles qui sont mises en place, c'est pour respecter une forme d'équité sportive. C'est peut-être l'objectif de la Ligue de s'enrichir aussi, de récupérer de l'argent sur ça. Ouais, mais bon, alors il faudrait que ce soit fait différemment et que ça rejaillisse sur le rugby dans son ensemble, parce que là, c'est malsain. C'est le signal qui revient à dire que l'argent peut tout acheter et qu'on peut, entre guillemets, fausser l'équité sportive. L'équité sportive, elle se passe que sur un plan, c'est sur le terrain et sur les classements. Et donc, il faut que l'impact il soit sur le terrain et sur le classement. Mais au-delà de ça, le boulot qui est fait, il est bien fait. Et on voit les chiffres qui sont sortis, on en a parlé plusieurs fois dans les chroniques ces dernières semaines, les niveaux de pertes cumulés des clubs ont jamais été aussi faibles, les affluences moyennes dans les stades jamais aussi hautes. Donc voilà, on est quand même dans des équilibres qui sont positifs et dans une volonté très globale des clubs de respecter les règles. Et vraiment une question, je ne connais pas la réponse. Est-ce que les contrats espoirs comptent dans le salary cap ? Parce que c'est une question vraiment que je me pose. On sait que les contrats pro sont dans le salary cap, mais est-ce que les contrats espoirs, donc du centre de formation à mi-chemin entre les pros et les espoirs, est-ce que ceux-là ils comptent dans la masse salariale? Et s'ils ne comptent pas, non, ils comptent pas dans la masse salariale, et c'est une vraie solution, puisqu'on voit que des joueurs déjà confirmés et qui jouent très régulièrement en équipe 1 sont encore sous contrat espoir, parce qu'ils ont l'âge parce que les règles le permettent, et finalement ça change quelque part pas grand-chose dans la philosophie. C'est des mêmes contrats, c'est des contrats de travail classiques, mais c'est vrai qu'il y a encore cette possibilité. C'est ça la solution. Si ça change, Philippe, ça change, c'est que tu laisses un contrat espoir à un joueur qui joue tous les matchs en première, admettons, mais donc ça laisse une place de recruter un contrat pro. C'est ça l'avantage de ce que font. Donc l'enjeu de la formation, l'enjeu c'est de réussir dans un équilibre d'une saison à faire jouer un petit peu plus de jeunes tout au long de la saison, voilà.
Oui, et un dernier petit mot peut-être sur ce point, pour qui veut avoir le mot de la fin, mais sinon on va enchaîner quand même sur le multi qui arrive dans 10 minutes. Le coup d'envoi de ce multi de la 26e journée, messieurs, après cette page autour des déclarations d'Antoine Dupont au micro de Sud Radio, la radio du rugby. Allez, alors on enchaîne avec le rappel peut-être, Alexandre, des 7 matchs qu'on va vivre ce soir en direct, en simultané et surtout en intégralité sur Sud Radio. Lyon-Bayonne pour une place top 6 et top 4. Les deux enjeux pour les clubs. Toulon-Union Bordeaux-Bègles. Là aussi pour l'Union Bordeaux-Bègles, c'est d'aller chercher une place dans ce top 4. Toulon peut encore rêver de top 6, mais ce sera compliqué. On sera aussi évidemment du côté de Castres-Perpignan avec l'objectif maintien pour les Catalans. Clermont-Racing 92. Pau, Montpellier, La Rochelle, Stade Français Paris et enfin Toulouse-Brive. Alors, on va peut-être rappeler les enjeux très rapidement, notamment pour les places de barragistes. Tiens, non, les places de 1 et 2. Tiens, il y a Toulouse et La Rochelle qui ils sont qualifiés, mais sauf que quand même il y a la place de 1 qui peut être l'ordre peut être important. Johan, vous pensez que alors ça va être à la discrétion du diffuseur qui va choisir ce qui est étonnant, qui va choisir donc de donner la demi-finale au numéro 1 le vendredi pour bénéficier d'un jour de plus. Est-ce que ça compte ça quand on est au Stade Toulousain? Est-ce qu'on s'en parle entre joueurs et entre staff avant? C'est du détail. L'essentiel, c'est d'aller chercher les demi-finales après qu'on joue le vendredi, sachant qu'on sort d'une semaine de repos avec les barrages. Qu'on joue le vendredi ou le samedi, même si on a un pépin, c'est pas en 24 heures que ça peut s'améliorer. Non, sincèrement, on n'en parle pas plus que ça parce que l'objectif est clairement les demi-finales. Voilà, donc en tout cas Toulouse qui reçoit Brive ce soir, c'est le choc des extrêmes. On le vivra bien sûr aussi en direct sur Sud Radio. Toulouse, Brive et La Rochelle qui accueille le Stade Français qui fait partie troisième, le Stade Français qui fait partie des équipes en lice pour le barrage à domicile.